Comment introduire une émission sur l'intelligence artificielle? Je vous ai préparé un générique pour lancer votre émission. Bienvenue dans La Nuit de l'IA, l'émission qui explore les mystères et les possibilités infinies de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à plonger au cœur de la révolution technologique où les machines défient les limites de l'imagination humaine. BFM Business présente La Nuit de l'IA. François Sorel, Frédéric Simotel. Un grand bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, 20h pile sur BFM Business en ce mercredi soir. Eh bien une émission exceptionnelle, d'habitude à cette heure-là vous avez Tech & Co, et bien on vous propose une grande soirée dédiée à l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette nuit de l'IA. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir François, bonsoir à tous. On va passer avec Fred une bonne partie de cette soirée en votre compagnie, 20h, 23h, et puis après on poursuivra cette nuit de l'IA. Raphaël Grabli sera avec nous dans un instant pour nous expliquer ce qui va se passer. Alors, de 20h à 23h, on va rentrer, eh bien, j'allais dire, dans l'art de l'intelligence artificielle, pour comprendre effectivement à quoi ressent cette intelligence artificielle. Vous savez que depuis ChatGPT, tout le monde parle de ça, les médias les plus mainstream, parfois ouvrent leurs journaux ou en fait leurs médias avec ça. Donc on va y venir et on va en parler tout au long de cette soirée. On va y venir, on va voir pourquoi ça s'accélère aujourd'hui, comment les entreprises s'en sortent aujourd'hui, les défis auxquels elles sont confrontées avec les métiers, tout ce qui est en train de changer. On parlera aussi des médecins, on parlera de divertissement, on parlera de l'armée aussi, vous verrez, qui est aussi en train de travailler sur ces sujets. L'éducation. On parlera bien entendu d'éducation, hein, que faire avec les générations qui arrivent, mais même ceux qui travaillent aujourd'hui en termes de formation. On parlera même un peu philosophie. Oui, et puis on parlera de deepfake. Vous savez que c'est l'une des frayeurs de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et je vais servir de cobaye tout à l'heure, Frédéric. Oui, on verra ça avec Elton John, je crois. C'est ça. Enfin, pour Elton John, ne sera pas sur ce plateau. Mais grâce à l'IA, je vais chanter Elton John, alors que je ne connais même pas les paroles de cette chanson tout à l'heure. Un spécialiste, justement, du deepfake viendra nous expliquer tout ça. Ça sera le cas aussi dans le domaine du divertissement. On recevra le producteur d'une émission que vous avez peut-être vu, qui est passée sur France Télévisions, L'Hôtel du Temps, avec Thierry Ardisson, où on arrivait à retrouver des personnalités qui sont décédées et qui étaient interviewées. Donc tout ça, ça fait partie de ce thème de l'intelligence artificielle. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ces 3 heures donc dédiées à l'IA. Bienvenue dans la nuit de l'IA. Et pour débuter, donc, Raphaël Grabli nous a rejoint. Salut Raphaël. Salut François. Et oui, puisque on le disait, Fred perd ses fiches, c'est magnifique. Ça commence. Mais il faut encore des fiches. Hein. Voilà, il faut encore des fiches. On évoquera, tiens, peut-être tout à l'heure, le métier de journaliste qui est en train aussi d'être totalement transformé. Tu vas prendre le relais de cette nuit de l'IA à partir de 23h jusqu'à minuit et demi avec la rédaction de Tech & Co. Ouais, on va poursuivre la nuit de l'IA. Alors, vous allez faire, on va dire, un peu la partie théorique. Hein, oui, c'est ça. Permettre. Exactement. Vous allez tout expliquer sur l'IA. Nous, derrière, en fait, on va mettre les mains dans le cambouis. On va tester la pratique. On a mobilisé toute l'équipe de Tech & Co, avec tous les journalistes de Tech & Co, qui vont venir montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, évidemment, on va revenir sur les stars de l'IA, du ChatGPT, du Midjourney. Mais enfin, on va aussi montrer des IA que vous connaissez pas forcément, autour de la musique, de la génération de voix, pas mal de choses. On va parler aussi des réseaux sociaux, du rapport entre l'IA et les réseaux sociaux. Donc, on va faire un grand test comme ça, entre 23h et minuit et demi, pendant 1h30. On va tester de l'IA en direct. Ouais. Alors peut-être que ça va foirer, peut-être que ça va fonctionner. Ça va sans doute un peu foirer. Ça va sans doute un peu foirer. Ça sera d'autant plus savoureux. C'est ça qui est sympa. Et donc on se retrouve à 23h sur BFM Business et on poursuit la soirée sur IA le grand test. Voilà, donc 2 grandes parties. C'est vrai, tu as raison. La partie théorie 20h 23h où on va évoquer les pans entiers, tous les secteurs qui vont être bouleversés. Et puis toi, tu rentreras, comme tu le disais, un petit peu dans le cambouis avec toute la rédaction de Tech & Co. Merci beaucoup, Raphaël. Je crois que tu as 2-3 trucs encore à régler. Trucs à préparer. On va peaufiner là, les ChatGPT et compagnie. D'ici 23h. Et on attaque tout de suite cette nuit de l'IA, Fred. Oui, avec nos 2 invités, Luc Julia et Luc de Brabander. Voilà, Luc, nos 2 Lucs s'installent, nos premiers invités de cette grande nuit de l'IA. Luc Julia, bonsoir. Bonsoir François. Ravi de vous recevoir, directeur scientifique de Renault Group et co-créateur de Siri, l'intelligence artificielle. Luc, alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît beaucoup et tu passes très souvent dans Tech & Co. Ça fait quoi? Plusieurs dizaines d'années que tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle, on peut le dire? Ouais, allez, depuis les années 80, fin des années 80. C'est fou parce que, Fred, on parle aujourd'hui de cette IA qui était totalement silencieuse médiatiquement il y a encore quelques mois. Et
Luc, il travaille depuis des dizaines d'années. C'est ça qui est fou. Il a même écrit un livre, l'IA n'existe pas. Alors justement, là aujourd'hui, est-ce que tu es contredit aujourd'hui, Luc, avec cette sortie de ChatGPT ? Non, parce que ce livre, il explique juste que c'est l'IA de science-fiction qui n'existe pas. C'est l'IA dont on parle et dont on rêve des fois et qui n'est pas la vraie IA. Donc cette IA, là, elle n'existe pas. Elle n'existe toujours pas malgré ChatGPT et le reste. Donc il y a plein d'IA, il y en a plein. Elles sont très, très spécialisées, elles sont très fortes, hein, dans le sens où elles sont meilleures que nous parce que ce sont des outils. Donc dans les domaines spécialisés pour lesquels elles sont fabriquées, elles sont très fortes. Mais l'IA générale, celle qu'on appelle l'AGI en anglais, Artificial General Intelligence, celle-là, on est encore très, très, très loin. Celle qui va nous matcher, celle qui va essayer d'être aussi bonne que nous. Alors, on va donner la parole à Luc de Brabander dans un instant, mais encore une petite question, Luc. Est-ce que tu trouves que, finalement, tout s'accélère ces derniers temps? Parce que, je le disais, cette intelligence artificielle, dans certains secteurs d'industrie, elle est utilisée depuis très, très, très longtemps. ChatGPT est arrivé. On s'est pris un coup de poing dans la figure avec cette intelligence artificielle générative. Est-ce que ça s'accélère en ce moment? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas, parce qu'on ne dit pas que les IA génératives existent depuis 6 ans, hein, depuis 2017. Mais elles ne sont pas accessibles. Donc, s'il y a une accélération, il y a une accélération de l'utilisation grâce à la partie chat de GPT. Et pas la partie GPT. Et donc, il y a eu effectivement une révolution dans l'acceptabilité et l'acceptation de ces IA et de l'accès de ces IA. Mais il n'y a pas vraiment une révolution dans la technologie elle-même. Alors, Luc de Brabander, senior advisor au BCG, philosophe d'entreprise, justement. On s'était vu il y a quelques jours et tu as dit, Luc, je crois que ce que j'ai vécu là, c'est l'un des plus grands chocs. J'ai connu le début presque de l'informatique, du numérique, d'Internet. Et puis là, ce que j'ai vécu là, c'est un choc. Comment tu expliques ça? Disons, en tout cas, c'est le cas. Parce que j'ai amené ici, donc, ça. Moi, j'ai fait Polytechnique avec ça. Bon, et avec ça. Est-ce que des Carforets. Voilà, donc j'ai ça. Bon. Alors c'est quoi on dirait une règle de loin. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle d'un calcul d'un côté et de l'autre côté c'est numérique en fait c'était la calculatrice. D'accord. Et je me souviens en 72, mon père m'a montré la première calculatrice de poche. Et j'ai fait c'est plus utile. Ça a été le choc. Ça a été un choc et il y en a eu plein. C'est ce que tu dis. J'en ai plein. Il y a eu le premier Apple, le premier moteur de recherche. Mais ChatGPT, alors là, c'est vraiment le choc de ma vie. J'ai quand même plus de 50 ans d'informatique. C'est incroyable. Et je n'arrive pas au bout, je continue à essayer. Et alors, qu'est-ce qui t'a frappé? Alors, c'est la facilité, c'est vrai, parce que c'est vrai, ce que disait François tout à l'heure, on entend tous parler, et on l'utilise sans trop le savoir, souvent l'intelligence artificielle. Là, on a compris, on a pu dialoguer avec elle. On a compris aussi ce que c'était que l'éthique, parce qu'on se rend compte qu'elle a quelques hallucinations, qu'il faut faire attention à ce qu'elle nous raconte. On en parlera tout à l'heure. Certainement, le choc, c'est l'écriture, la qualité de l'écriture. Ça, bon, parce que c'est un progrès incroyable. Mais finalement, ChatGPT n'écrit pas. ChatGPT calcule. Quand un philosophe écrit, il écrit le mot qui suit. Quand ChatGPT fait quelque chose, il calcule le mot qui suit. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, bon, ça nécessite une réflexion en profondeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il imite. Mais est-ce qu'il crée? Moi, non. C'est un point super intéressant parce que je pense qu'on s'est trompé quand on a dit IA, intelligence artificielle. Là, par contre, en appelant les intelligences artificielles génératives, c'est super important. On ne s'est pas trompé, on n'a pas appelé ça intelligence artificielle créative. Voilà. Parce que si on avait appelé ça intelligence artificielle créative, on aurait eu encore plus de fantasmes que ceux qu'on peut avoir. Parce que la créativité, elle reste de notre côté. La créativité, elle reste dans le prompt, hein, le machin où on écrit, où on va demander, où on va poser la question, parce qu'on va l'orienter, en fait, cette chose-là. Et donc, notre créativité, si je demande à Midjourney, par exemple, l'intelligence artificielle générative d'images, si je dis dessine-moi une vache verte sur la Tour Eiffel, je veux dire, la créativité, elle est dans la vache verte sur la Tour Eiffel. Oui, donc c'est ça qui est super important. Donc c'est un outil extraordinaire. Ce sont des outils extraordinaires, mais ce sont des outils qui génèrent et qui ne font que calculer effectivement ce qui a été rentré avant. Alors, la raison d'être d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Donc personne ne ferait des lunettes pour voir moins bien. Donc on fait des lunettes pour voir mieux. Eh bien on fait des machines pour calculer mieux. Mais ça reste des outils. Alors justement, Luc de Brabander, pourquoi il faut ne pas en avoir peur? Ou comment faire pour mieux la maîtriser? Je crois qu'il faut prendre de la distance. Le mot intelligence est devenu un objet de science il y a 200 ans. Et à l'époque, c'était le QI, Binet, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, extraordinaire, on a mis intelligence au pluriel.
On parle d'intelligence multiple, et même de multiples intelligences multiples. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Patatras, on remet intelligence au singulier. Où sont passées toutes les autres? C'est un peu ce que tu dis. Où sont passées toutes les autres? Moi, je crois qu'on ne devrait pas dire l'intelligence, on devrait dire une intelligence artificielle, et même les appeler par leur nom, hein, Alexia ou tout ce qu'on veut, mais pas dire l'intelligence. C'est ça qui fait peur. Quand on met le pronom défini, une espèce de grand machin, non, le dentiste se fait aider, le maçon se fait aider, le professeur se fait aider par une intelligence artificielle. C'est très important, c'est vraiment les intelligences artificielles. C'est pour ça qu'il faut le mettre au pluriel et pas dire l'intelligence artificielle. Et c'est celle-là qui n'existe pas, l'intelligence artificielle. Luc, on entend de plus en plus de personnes qui paniquent face à cette technologie et qui disent que voilà, demain, ça va détruire des millions d'emplois. Il y a des études... alors peut-être parfois farfelus, mais qui sont quand même assez sombres. Certains ont peur que, effectivement, cette intelligence artificielle, comme dans un film de science-fiction, prenne le dessus sur l'humanité, en quelque sorte. Pour toi, tout ça, c'est de la science-fiction ? Ouais, c'est la science-fiction. Alors déjà, il faut être clair que ces études, elles sont un peu faites au doigt mouillé. Hein. On a vu exactement les mêmes études dans les années 2000 qui nous prédisaient qu'en 2020, 85% des emplois auraient changé. Ou plus de commerce. Et c'est toujours pareil. Donc bon, les chiffres, d'accord, ok. La réalité, c'est que ces intelligences artificielles, ces outils, hein, parce qu'il faut bien les appeler par leur nom, évidemment, elles vont remplacer des tâches. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, chaque fois qu'on crée des outils, ils vont remplacer certaines tâches. Et très très rarement, ils remplacent des métiers totalement. Mais ils remplacent plein de tâches à l'intérieur des métiers. Et de temps en temps, oui, il y a des métiers qui disparaissent. Mais c'est surtout les tâches qui changent. Et d'ailleurs, quand on enlève des tâches, quand un outil va prendre une tâche, il y a une nouvelle tâche qui est créée, c'est la tâche de l'utilisation même de l'outil. D'accord ? Parce qu'il faut le maîtriser, cet outil. Il faut l'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, Schumpeter, je pense que tu peux en parler bien mieux que moi, va nous raconter qu'en fait, certainement, on se crée beaucoup plus de tâches que celles qu'on remplace avec les technologies. On a vu ce moratoire là, il y a quelques semaines de chercheurs. Alors après, il y a certaines personnalités comme Elon Musk qui s'y sont rattachées. Est-ce qu'il fallait voir tout d'un coup un mouvement de panique en disant ça va trop vite? Parce que c'est vrai que cette IA, on le voit, hein, c'est une accélération considérable de l'innovation, 2, transformation des métiers, et puis 3, un équilibre remis en cause. Hein. On pensait Google loin devant, on voit Microsoft qui revient, on voit des IBM qui arrivent. Comment tu l'as perçu? Ces gens me font un peu peur parce qu'ils sont totalement hors de contrôle. Il n'y a pas la moindre loi, le moindre gouvernement qui a de prise sur eux. Alors, bon, aujourd'hui, ChatGPT, c'est une langue de bois, en fait. Si on demande un sujet un peu polémique, répondra, des gens pensent ça, d'autres personnes pensent que. Mais je crois que dans certaines mains, ça pourrait devenir une langue de vipère. Imaginez, le même outil dans les mains de quelqu'un de mal intentionné, ça devient une langue de vipère. Et donc, quand je vois Elon Musk qui annonce un Truth GPT, considéré ChatGPT comme trop à gauche, je m'en souviens, et donc il va faire lui le GPT qui dit la vérité. Mais quand j'entends ça, moi j'ai peur. J'ai peur d'autant plus qu'il est totalement hors de contrôle. Non, c'est important de dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ces outils sont puissants et donc ils vont dépendre de qui les utilise. À la fin, ce n'est pas l'outil qui est dangereux. C'est la personne qui l'utilise qui est dangereuse. D'accord, potentiellement. C'est exactement comme un marteau. Un marteau, c'est moi qui tiens le manche. Oui. Je peux l'utiliser à bon et à mauvais escient. Sauf que là, l'intelligence artificielle, c'est parfois le mimétisme de l'humain. Et c'est là où ça devient grave. C'est-à-dire qu'on rentre dans les deepfakes, on rentre dans des choses où on ne sait pas forcément que c'est une somme de calculs faramineuse qui va nous répondre. C'est ça le problème, non? Pour moi, c'est la... Luc. C'est la faute. Enfin, Luc, quand je dis Luc, il y en a qui sont deux sur le plateau. C'est toujours bon. En fait, le test de Turing, que beaucoup de gens ont utilisé, il y a une espèce de confusion entre être intelligent et paraître intelligent. Et d'ailleurs, son biopic s'appelle The Imitation Game. Et donc, il faut bien faire la différence. Être intelligent, ce n'est pas paraître intelligent. Ce sont deux choses totalement différentes. Et il y a une double limite, je crois, à l'intelligence artificielle. C'est le côté créatif, on vient de l'évoquer, et aussi la responsabilité. La responsabilité, on ne peut pas... par exemple, on peut imiter les voix parfaitement, avec n'importe quel accent. On le verra tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'un chatbot devrait dire toutes les 30 secondes « je suis une machine ». Il y a des tas de gens qui ne se rendent plus compte. Et donc, il y a des lois à l'étage du dessus qui doivent encadrer ça. Exactement. La régulation est excessivement importante, parce qu'effectivement, ces outils sont potentiellement dangereux, donc il faut savoir quand est-ce qu'ils sont utilisés, comment ils sont utilisés, et il faut que le régulateur mette des carcans à l'utilisation de ces outils. Est-ce que tu peux nous expliquer, Luc, rapidement, comment fonctionne ChatGPT? Parce qu'on se pose la question. Comment arrive-t-on aujourd'hui à avoir une interface qui ressemble à l'interface d'un téléphone? On pose une question,
instantanément, il a une réponse. Oui. Comment ça marche derrière? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Oui, puis surtout qu'on parle beaucoup des réseaux de neurones, du machine learning, voilà, avoir un petit peu... Alors c'est de l'évolution, les réseaux de neurones ont commencé en 1956, donc il y a très très longtemps, puis le machine learning est vraiment devenu à la mode dans les années 80-90 avec l'arrivée d'Internet et de beaucoup de données, donc ça c'est du machine learning. Après ça on a fait du deep learning, encore plus de data, et encore avec plus de data, parce que quand on parlait de machine learning dans les années 90, on parlait de faire un reconnaisseur de chats avec 100 000 chats. D'accord, donc 100 000 images de chats. Quand on faisait après du deep learning, on parlait de millions de combinaisons. Quand on parle aujourd'hui de ChatGPT, on parle de 175 milliards de morceaux de données. D'accord, donc bon, on passe à chaque fois dans des échelles énormes. Donc, mais pour faire schématiser au maximum, très schématique, ce que fait globalement ChatGPT, c'est du matching et du retrouver des blancs. Des espaces blancs. C'est-à-dire qu'on lui donne quelque chose, il va retrouver ce qu'il y a après. Il prédit finalement ce qui doit arriver après ou avant. Bon, ça dépend. Donc la réponse qu'on a, c'est une réponse qui existait déjà, enfin en tout cas une somme de réponses qui existait déjà, et lui il va la mixer. Voilà, il va la mixer, c'est ça le truc aussi, c'est qu'il va la mixer avec, parce que c'est statistique, donc il y a eu plein de réponses à cette question potentielle. Donc on sait en fait que l'humain veut avoir cette réponse-là. Oui, enfin, l'humain a déjà fait cette réponse-là quelque part, et donc on va la remixer et puis on va la montrer. Mais aussi, de temps en temps, s'il n'y a pas eu la réponse, comme ChatGPT et ses congénères font des choses comme ils doivent vous donner des réponses, des fois, ils les inventent. Et donc c'est là, quand on parle d'hallucinations, d'accord, en fait, les réponses n'existent pas, mais il va te les donner quand même. Luc on a eu Vivatech il y a quelques jours. Emmanuel Macron a présenté tout un plan autour de l'intelligence artificielle. Il y a des petites phrases qui sont passées, notamment il va falloir qu'on entraîne nos intelligences artificielles avec des bases de données en français. Pourquoi c'est important ça? C'est extrêmement lié à la langue. Donc deux personnes qui parlent des langues différentes ne voient pas le même monde. Parce que les mots ne correspondent pas. Par exemple, power en anglais, en français, on peut dire force, pouvoir, puissance et énergie. C'est quand même pas rien. Ils sont pas des synonymes. Comment? C'est pas des synonymes. Ah non, c'est pas du tout comme ça. Donc deux personnes qui parlent des langues différentes ne voient pas le même monde. La traduction ne suffit pas. Pensent pas. Et donc ça ne suffit pas. D'ailleurs, Umberto Eco explique bien, la traduction artificielle n'est pas possible. Il y a une distance à prendre, il parle de trahison. Il faut trahir le texte si on veut respecter l'auteur. Des choses pareilles. L'intelligence, il faut la redéfinir. On a tous des aptitudes. Et on peut être bon en communication, on peut faire rire, on peut calculer. Eh bien, l'intelligence, pour moi, c'est l'aptitude à bien gérer ses aptitudes. C'est à l'étage du dessus. Et donc, l'homme et le ChatGPT ou les autres ne sont pas au même étage. Il reste quelqu'un qui utilise... Parce qu'il y a 45 ans, j'avais lu un bouquin de je ne sais plus qui, sur sur l'enseignement assisté par ordinateur. La dernière phrase du livre, il dit au fond, ce qui est important, c'est qui programme qui. Est-ce que c'est l'enfant qui tape son clavier et dit quelque chose à l'ordi, ou bien c'est l'ordi qui dit quelque chose à l'enfant, etc. Eh bien aujourd'hui, le problème est le même. Qui programme qui? Est-ce que nous utilisons Internet, ou est-ce qu'Internet nous utilise, ou ChatGPT? Et à ça, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est l'homme qui utilise la machine, point à la ligne, point à la ligne. On est à l'étage du dessus. Malgré tout, Luc, Julia, faut-il s'inquiéter de cette puissance exponentielle de calcul qui arrive pour cette intelligence générative? On voit que voilà, tous les acteurs s'y mettent. Un acteur comme Nvidia qui est valorisé 1 000 milliards de dollars parce qu'il fabrique en fait de la chair à IA et pour de la puissance de calcul. Est-ce que dans quelques mois, on ne va pas découvrir encore, on ne va pas ouvrir une autre boîte de Pandore parce que cette intelligence artificielle, sa puissance aura été décuplée? Aujourd'hui, déjà, c'est trop puissant, dans le sens où il faut comprendre que si on ouvrait ChatGPT au même niveau que Google, ça veut dire que s'il y avait autant de requêtes ChatGPT que de requêtes Google aujourd'hui, on n'a pas assez de puissance dans le monde pour pouvoir pour pouvoir y répondre. D'accord? Parce que là, le point, c'est pas exactement le point que tu faisais, mais il faut comprendre que ça utilise énormément de puissance power, cette fois-ci électrique. D'accord? Et ça, c'est pas viable, c'est pas sustainable, comme on dit en anglais, je sais plus comment on dit en français. Tenable. Ce n'est pas tenable, on peut pas y arriver. Donc, ce qu'il va falloir faire, donc la boîte à Pandore dont tu parles, c'est peut-être demain quelque chose qui va plus être exactement pareil, on peut plus étendre comme on est en train d'étendre. C'est-à-dire qu'on a des limites physiques de ce monde. Et je pense que la prochaine génération, on va s'apercevoir que le problème, c'est que ça utilise trop
de data, trop de puissance, trop, etc. Et donc, on va se retrouver avec des modèles plus petits, plus spécialisés, et qui vont être, en plus, plus pertinents. Parce qu'un truc qu'on dit jamais sur ChatGPT, on parle jamais de sa pertinence. Sa pertinence sur quelque chose qui est global, qui est donc généraliste, on parle de 64%. D'accord ? Donc 64%, ça veut dire que ça dit quand même beaucoup de bêtises, ce machin-là. Par contre, quand on va créer ces IA qui vont être beaucoup plus petites et beaucoup plus frugales... Oui, spécialisées, on va dire. Oui, spécialisées et du coup frugales, ça va être beaucoup plus intéressant. Est-ce que ça veut dire que si on fabrique des intelligences artificielles plus petites, plus précises, on a une chance, nous, Français, de développer notre ChatGPT ? Ben oui, et justement, c'est là où nous, on a une chance. De toute façon, il faut être clair aussi, il faut arrêter de se flageller, je te le dis souvent quand je viens... On est, nous les Français, on est quand même les meilleurs, pardon pour ça, mais on est les meilleurs du monde en mathématiques, point. Et les mathématiques, aujourd'hui, l'IA, c'est des mathématiques. Donc, on a une chance, effectivement, parce que point de vue algorithmique, point de vue tout ce qui va être donc, autour de l'intelligence artificielle, on peut développer des choses extraordinaires. Et là, la chance qu'on a, c'est la chance de l'open source, pour faire des choses plus petites, plus ciblées, et qui va effectivement nous permettre d'avoir des belles intelligences artificielles qui vont être des beaux assistants, des beaux outils. Voilà, on reviendra justement sur le rôle de la France et de l'Europe, cette fameuse souveraineté de l'IA, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, beau sujet introductif avec nos deux Luc de Brabander, senior advisor au BCG et philosophe d'entreprise, et Luc Julia, donc directeur scientifique de Renault Group, qui, Renault justement, ajoute de plus en plus d'intelligence artificielle dans ses voitures. Évidemment. Tu auras l'occasion de venir nous en reparler, et co-créateur de Siri. Eh bien oui, il faut savoir que Luc, lorsque vous parlez à votre téléphone, votre iPhone, il y a un peu de Luc Julia à l'intérieur. Je vous écoute. Non, merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. Cette nuit de l'IA se poursuit, Fred, et on attaque un gros morceau, c'est eh bien justement l'impact de l'IA dans les entreprises. On vient de parler de Renault à l'instant. Et bien voilà, on va en parler de tout ça, et on accueille nos deux invités suivants. Bonsoir messieurs. Voilà, nous accueillons donc Jean Barrère, associé chez Accuracy, et Jean-Baptiste Fantin, PDG de Nukai. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, vous accompagnez les entreprises. Je vais démarrer avec... on avait des Luc, maintenant on a des Jean. Voilà, on est parti sur ces prénoms-là. Tout à l'heure on aura des Jean-Luc, voilà. Ça au moins c'est réglé. Alors avec ChatGPT, Jean Barrère, on parle plus de transformation, on parle aujourd'hui d'hyper-transformation pour les entreprises. Comment vous les percevez aujourd'hui quand vous allez chez vos clients, les entreprises, ça y est, elles ont pris le pli, elles ne sont pas encore matures, enfin, comment ça se passe ? Alors, ChatGPT, les IA génératives, c'est un peu comme si on avait mis de la magie dans les mains de tout le monde. Tout le monde peut créer des contenus, créer des images, créer des textes, de la vidéo, des images. Et au fond, il y a un sondage qui, moi, m'étonne profondément, c'est que 2/3 des salariés qui utilisent ChatGPT ou les IA génératives dans leur entreprise n'en informent pas leur direction. Autrement dit, ChatGPT et les IA génératives, c'est un vrai sujet de direction générale. C'est un vrai sujet surtout de direction générale. Surtout qu'elles l'utilisent beaucoup moins maintenant en mode perso, c'est vraiment pour leur travail du quotidien. Absolument, absolument. Donc ça pose des questions qui sont fondamentales en matière de souveraineté, en matière de sécurité des données, en matière de contrôle. Au fond, j'aime bien revenir à Pascal, philosophe, et parler des 4 ordres. Qu'est-ce qu'il est permis de faire avec la technologie ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Qu'est-ce qu'il est permis de faire ? Qu'est-ce qu'il est bon de faire ? Et qu'est-ce qu'il est bien de faire ? Et aujourd'hui, les entreprises, les dirigeants, les directions doivent répondre à cette question. Que laisse-t-on faire en matière d'intelligence artificielle dans mon entreprise ? Qu'est-il bon de faire ? Qu'est-il bien de faire ? D'ailleurs, il y a certaines entreprises qui ont des chartes, finalement. Certaines entreprises interdisent l'usage de ChatGPT. C'est fou. Oui, dans les banques, c'est ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, effectivement, on accompagne beaucoup d'entreprises dans la rédaction de chartes, mais il faut aller bien au-delà. Il faut se poser la question de où est-ce que, finalement, se calculent toutes ces données ? Est-ce que c'est dans mon système on-premise ? Est-ce que c'est dans le cloud ? Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est aux États-Unis ? En fait, toute la chaîne de traitement de données. Au fond, tout le cycle de création de valeur de la donnée, qui part de la donnée brute à de la décision et à de l'information à valeur, il s'agit plus que jamais de les maîtriser. Parce que là, c'est ça la difficulté aujourd'hui. On ne sait pas qui va capter la valeur. Est-ce que c'est l'entreprise, exactement, parce que justement elle va récupérer des résultats et qui vont aider les collaborateurs à aller plus loin dans leur projet, ou est-ce que c'est le cloud ? Enfin, est-ce que c'est les entités qui sont autour et qui vont récupérer ces datas de façon anonyme ou pas, et qui vont pouvoir enrichir leur modèle ? Comment ça se passe ? Absolument. De toute manière, aujourd'hui, on est dans le flou, au fond, face à ce choc technologique, à ce changement de paradigme. On est dans le flou en termes d'impact sur l'emploi, en termes d'impact sur la productivité et en termes d'impact sur la création de valeur. Est-ce que ça sera, comme dans les modèles précédents, la création de valeur au niveau des producteurs
ou est-ce que ça sera plus déporté au niveau des utilisateurs? Voilà, ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut poser. On voit déjà des transformations des métiers qui commencent à disparaître. Est-ce qu'il y a on parle beaucoup évidemment des centres d'appel, mais est-ce qu'on voit, je disais tout à l'heure, 65% des métiers centres d'appel pourraient être dédiés à l'IA. Alors ils sont déjà accompagnés aujourd'hui, on sait qu'il y a des chatbots et tout ça, mais ça pourrait aller encore plus loin. Alors je dirais il y a deux axes. Premier axe, vous avez parlé, Frédéric, d'hyper-transformation. Aujourd'hui ou demain encore plus, on va avoir des hyper-salariés, des hyper-conseillers. Des conseillers clients augmentés avec le chatbot qui vont pouvoir donner des conseils à forte valeur. On va avoir des hyper-designers, des hyper-architectes. Alors le risque, c'est qu'on devienne tous hyper paresseux. C'est vrai. Là, il y a un vrai sujet, il y a un point d'inflexion. Et autrement dit, est-ce qu'on utilise vraiment ces outils pour augmenter, ou est-ce qu'on utilise ces outils au contraire sous forme de paresse et se laisser aller? Jean Barrère, donc merci, mais vous restez avec nous. Jean-Baptiste Fantin, donc PDG de Noukai. Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'a dit Jean? Est-ce que vous pensez justement que ça va nous rendre plus paresseux, cette intelligence artificielle? Le gros enjeu des années à venir pour l'IA, justement, c'est d'avoir une IA beaucoup plus collaborative que ce que nous avions par le passé. Les fantasmes autour du big data, du deep learning, finalement, nous avions des outils qui n'étaient pas très collaboratifs. On ne savait pas trop comment la machine prenait des décisions ou proposait des recommandations. Donc effectivement, là, avec ChatGPT, ça fait apparaître encore plus ce besoin de collaboration et donc d'explicabilité des algorithmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, vous battiez avec votre IA les plus grands champions du monde de bridge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, votre IA sert aussi à des situations militaires complexes. Vous êtes en partenariat avec Thales. Vous organisez, je crois, un wargame. Ce sera en octobre 2023. Présentez-nous un peu ce que vous faites chez Noukai. Alors, effectivement, il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, d'ailleurs, on s'était vu à cette occasion, Noukai a frappé un grand coup en conquérant le dernier jeu, finalement, qui était réputé inaccessible à la machine et qui était le jeu de bridge. Alors, 8 champions du monde sont venus à Paris, 8 champions du monde de bridge, se sont confrontés à notre IA, Nook, et on a gagné. Donc c'était un grand coup. Ah oui, vous avez mis sur le tapis les 8 ? Les 8. Wow. Donc c'était un retentissement international. Et en plus, c'était pas IBM face à Kasparov, c'était pas AlphaGo face à un joueur de Go, c'était une start-up de 22 personnes basée à Paris. Donc, une belle performance. Maintenant, il y avait 2 spécificités très importantes dans cette IA. La première, c'est que c'était une IA explicable. À chaque coup brillant que faisait la machine, on était capable de montrer aux champions qu'on n'avait pas triché, mais pourquoi la machine avait pris cette décision. Chose très importante pour le transfert à l'humain et justement cette collaboration. Et la deuxième chose, c'est qu'on a entendu Luc Julia parler des ressources machines. Eh bien, notre IA était 200 000 fois moins consommatrice en data et donc en énergie que AlphaGo. Donc c'était une belle performance, effectivement. Bon, vous allez nous raconter un petit peu les dessous de ce championnat, en quelque sorte, de ce tournoi dans quelques instants. Fred, on marque une petite pause. Cette nuit de l'IA sur BFM Business se poursuit. On est là jusqu'à 23h avec tous nos invités, tous les secteurs que nous allons décrypter. Et puis après, à partir de 23h, je vous le rappelle, Raphaël Grabi nous rejoindra pour, cette fois-ci, rentrer un petit peu dans le dur avec des applications liées à l'intelligence artificielle. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Événements sur BFM Business. Noémie Vira, Stéphane Pedrazzi. Les Grands Prix Focus Retail sont de retour sur BFM Business. Et cette année, 5 catégories dans la compétition. L'expérience retail en magasin. L'innovation retail. La retail tech. L'initiative responsable. Et la transformation retail de l'année. Et vous pouvez dès à présent envoyer vos candidatures sur le site lesgrandsprixfocusretail.com. La remise des prix, ce sera le 16 octobre prochain sur BFM Business. Déposez votre candidature avant le 5 septembre sur le site lesgrandsprixfocusretail.com. Les Grands Prix Focus Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication international dédié au retail. Tout le monde aime passer du temps à la piscine, sauf pour la nettoyer. Voici le Seagull Pro, le robot de nettoyage sans fil sophistiqué et simple à utiliser. Le Seagull Pro grimpe même au mur. Pour votre piscine, c'est le compagnon idéal.
Connectez-vous sur bfmbusiness.com et regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous à BFM Business sur Twitter pour commenter l'actualité économique. Suivez la rédaction sur Facebook pour découvrir des vidéos exclusives et sur LinkedIn au plus près des besoins des professionnels. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de trafic dans vos garages. Moins de charges pour installer vos bornes, plus de clients dans vos concessions. Moins de charges pour installer vos bornes, plus proche des besoins de vos élèves. Professionnels des services de l'automobile et de la mobilité, devenez acteurs de l'avenir. Découvrez nos primes et inscrivez-vous à nos formations pour l'installation de bornes de recharge sur autoadvenir.fr. Advenir, devenez acteur de l'avenir. La nuit de l'intelligence artificielle sur BFM Business. La nuit l'IA, on est ensemble jusqu'à 23h sur ce plateau et puis on continuera derrière jusqu'à minuit avec Raphaël Grabli avec tout un tas de démonstrations et puis on va continuer toute la soirée à recevoir nos experts. Ils sont chercheurs, ils sont philosophes, ils sont aussi travaillés aussi avec les entreprises et justement Jean-Baptiste, patron de Nukai, on était parti sur des exemples d'entreprises. Voilà, et Jean Barrère aussi associé chez Accuracy qui est avec nous. Jean-Baptiste, donc vous avez mis au tapis 8 champions de bridge avec votre IA. Ce qui est intéressant, c'est presque de la vitrine ça, ce que vous avez fait pour montrer un petit peu la puissance de votre IA, parce que évidemment les usages sont énormes. On parlera tout à l'heure du militaire, mais aussi par exemple dans l'aérien. Donnez-nous quelques exemples justement de ce que vous faites avec votre IA chez Nukai. Effectivement, tout l'enjeu était d'utiliser cette IA et de la customiser pour pouvoir adresser des cas d'usage de vie réelle. Et donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 1 an pour transférer et on s'est concentré sur effectivement 2 produits. Un premier qui est un produit, on va dire, de fusion de données hétérogènes, c'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire qu'on va être capable d'assembler différentes informations, de les croiser et de proposer à un analyste des alertes. Et ça, évidemment, vous avez reconnu un cas d'usage militaire. Donc c'est un produit qu'on co-développe avec Thales et qui effectivement est expérimenté dans un exercice OTAN, où il va permettre de diviser le nombre d'analystes au moins par 10. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et puis, il y a quelques urgences en ce moment. Donc, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, c'est des simulations, c'est ça, hein, que vous arrivez à mettre en place grâce à l'IA? Non, ce ne sont pas des simulations. C'est plutôt l'analyste est noyé sous des flots d'informations. Il n'a pas le temps, aujourd'hui, de les analyser. Et donc, l'IA va permettre de faire une synthèse et de lui proposer des alertes avec les raisons de l'alerte. Donc, ça lui fait gagner du temps. Et c'est transparent, et bien sûr. Et c'est toujours l'analyste qui, in fine, prend la décision. Donc c'est vraiment l'humain qui est toujours dans la boucle. Mais finalement, cette problématique, on la rencontre chez tous les corporates, pas seulement dans le cadre militaire. Le cadre militaire est une belle démonstration. Ça, c'est le premier produit. Et le deuxième produit, eh bien, c'est un produit de planification complexe, dans des univers où il y a une grande complexité combinatoire. Au bridge, on en avait besoin. On l'a customisé pour des cas d'usage de transport logistique. Notre premier partenaire, c'est une compagnie aérienne, Transavia, qui avait un problème extrêmement complexe de construction des rotations. Il y a une complexité combinatoire énorme, hein. 10 puissance 1300, sachant que le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 90. Donc oui, évidemment, avec les outils classiques, on ne peut pas y arriver. Donc ils mettaient 10 jours à construire leur rotation. Aujourd'hui, grâce à nos outils, ils mettent 3 minutes. Mais alors avant, comment ils faisaient? Ils avaient des outils qui marchaient. C'était une IA, mais moins performante que la vôtre, c'est ça? Sans doute. Absolument, c'était des paradigmes qui dataient, et puis ils arrivaient à construire une solution qui n'était pas optimale, et en 10 jours. Là, aujourd'hui, elle est quasiment optimale, et elle met 3 minutes. Incroyable. Jean, question aussi pour les entreprises qui nous écoutent, qui commencent à travailler sur l'IA. Ça veut dire quoi? Donc là, on voit l'exemple de la start-up Nukai. Mais est-ce que ça veut dire que je suis une entreprise, je veux me lancer, il me faut des volumes très importants de données, il me faut de la puissance de calcul, il me faut des data scientists les plus pointus, ou je peux déjà mettre un premier pied dans ces applications? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché? Aujourd'hui, vous avez 3 options. Première option, vous prenez des abonnements auprès d'OpenAI ou des grands acteurs du cloud américains et vous déportez vos données sur ces clouds-là. Le deuxième option, c'est vous utilisez un cloud français, typiquement OVH, vous achetez de la puissance machine et vous déportez vos données chez OVH dans un environnement très sécurisé. Et troisième option, vous installez vous-même des modèles de langage sur vos propres serveurs. D'accord. Et donc le modèle de langage, là, sera
on va dire, en interne, c'est ça? Absolument, absolument. Ce sera souvent un modèle de langage basé sur l'open source. Aujourd'hui, il y a des produits open source qui sont absolument géniaux, que l'on peut utiliser, qui ont des préoccupations en termes de consommation énergétique, en termes de consommation mémoire, en termes de consommation CPU, qui peuvent être. En revanche, ça nécessite de s'adosser de compétences tout à fait nouvelles dans les entreprises. Des architectes, pour faire tourner des modèles de langage avancés, ce ne sont pas les mêmes compétences que pour faire de l'IA, je dirais symbolique, ou de l'IA classique, ou des statistiques. C'est des compétences qui sont différentes. Donc il faut recruter ces compétences. Absolument. Qui sont très difficiles à trouver actuellement, j'imagine. Absolument. Vous savez, pour la petite histoire, là où j'ai senti qu'on était vraiment sur un point d'inflexion, c'est, nous sommes un cabinet, nous recrutons un certain nombre de consultants. En janvier, je reçois un consultant qui me dit « Je ne viens chez Accuracy que si j'ai le droit d'utiliser OpenAI ou que si vous avez votre propre modèle de langage chez vous. J'ai besoin de cet assistant au quotidien. » Alors, je lui ai dit, je le rassurais, bien sûr, mais surtout, nous avons développé notre propre modèle de langage chez Accuracy pour garantir la sécurité, la souveraineté, etc. des données. Mais donc, autrement dit, les candidats, aujourd'hui, de la même manière qu'en 2000, quand des candidats voulaient un accès Internet depuis sa société, demain, on voudra son assistant conversationnel au sein de son organisation. Et son assistant conversationnel spécialisé dans son domaine. Spécialisé dans son domaine, entraîné sur la sémantique de son modèle, sur les termes de son modèle, dans le langage de son domaine. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Passionnant, merci. Bien sûr. Merci à Jean-Baptiste Fantin, donc PDG de Noucaille, et Jean Barrère, associé chez Accuracy. Et on va poursuivre. Ouais. On va poursuivre avec nos invités. On va rester dans tous les défis qu'il faut avoir aujourd'hui dans l'entreprise. On va accueillir tout de suite Philippe Rambach, directeur IA chez Schneider Electric, Anthony Hanel, vice-président des opérations techniques chez Altair pour l'Europe, et Lucas Perrodin, que vous connaissez sans doute si vous nous suivez régulièrement dans Tech & Co, fondateur de Moula Digital et ancien directeur de Meta Reality Labs IMIA. Bonsoir, messieurs. Merci d'être avec nous. Je vais démarrer avec toi, Philippe. Donc, Schneider Electric, on connaît un industriel, leader dans toute la production d'électricité, la gestion des matériels électriques. Et très présent au CES de Las Vegas, d'ailleurs, avec une annonce très importante justement sur la gestion de l'énergie. Et tu l'as bien dit, François, au CES, on a vu apparaître ce nouveau produit, une borne que l'on installe chez soi et qui va nous permettre de gérer notre consommation d'énergie, alors qui peut être connectée à la batterie de la voiture. Enfin, il y a différents moyens, des panneaux solaires au-dessus de la maison. Et là, un exemple très concret de ce que fait Schneider Electric, de l'IA à l'intérieur pour aider le consommateur à mieux gérer tout ça. Ouais, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est hyper concret. Tu prends une maison de 4 à 5 personnes en France, chauffage électrique, chauffe-eau électrique, et on décide d'acheter un véhicule électrique. Tu le branches et là, la puissance installée dans la maison, elle ne suffit pas. Donc éventuellement, il faut changer l'abonnement chez EDF, payer plus cher. Ou alors, on met un peu d'automatisme, un peu d'intelligence artificielle, et on dit mes contraintes c'est quoi? Mes contraintes c'est par exemple, je veux que mon eau soit chaude à 5 heures quand je rentre me doucher. Je veux que mon véhicule électrique soit chargé à 7 heures du matin pour partir au travail. Et là, on va optimiser avec de l'IA relativement simple, mais avec de l'IA, pour dire, j'essaye d'éviter d'alimenter en même temps le chauffe-eau, la voiture et le chauffage, d'alterner de manière intelligente pour garder d'une part la même puissance installée. Ça, c'est le truc de base. En plus, réduire les coûts. On peut atteindre 8-10% en maximisant l'usage en heure creuse, si on parle de la France. Donc ça, c'est un cas hyper concret, hyper simple, qui va arriver quasiment à tout le monde dans les années à venir. Et puis ce qu'on a montré au CES, c'est encore un peu mieux, parce qu'au CES, on a dit, en plus, imaginons que la personne qui habite cette maison veuille être un peu écologiste, du renouvelable, installer des panneaux solaires, une batterie. Et là, le problème devient un peu plus compliqué encore, mais encore plus intéressant, parce que en permanence, il faudra décider si ce que produit le panneau solaire, on l'utilise tout de suite pour la voiture, on le stocke dans la batterie pour demain, on le revend au réseau électrique, on achète au réseau électrique, et ça, on peut l'optimiser sur pas mal de paramètres. Ça, c'est de la prédiction, carrément, ou pas? Ouais, en fait, là, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut être capable de comprendre le comportement électrique de l'environnement. Les usages des gens. Exactement. Et après, d'être capable, à partir de ça, d'optimiser. Pour dire, connaissant l'usage prédictif que j'ai été capable de prédire, je vais optimiser la gestion de toutes mes sources d'énergie. Et là, on est dans une IA, entre guillemets, plutôt traditionnelle. Ouais. Est-ce que l'IA générative va venir encore accentuer les fonctions qu'on va pouvoir offrir? Là, on parle du domestique, mais ça peut être aussi dans les entreprises, dans les usines. Sur des cas comme ça, pas forcément. Sur des cas comme ça, ce que ça peut apporter,
c'est une autre manière de faire l'interface homme-machine. Parce que du coup, on va pouvoir interagir avec un système comme ça, au lieu d'aller dans un logiciel qu'on ne connaît pas bien, où on ne va jamais cliquer des croix, mettre des paramètres, on pourra dire « je veux que mon eau chaude soit prête à 17h, je veux que ma voiture soit machin ». Et donc là, je vois, l'IA générative, pour ce genre d'application, c'est quand même beaucoup autour de l'interface. Après, il y a d'autres applications de l'IA générative qui peuvent aider, mais dans ces cas-là, moins. Et on en reparlera dans un instant, parce que ça transforme aussi beaucoup des métiers, des collaborateurs chez Schneider. Anthony Hanel, donc vice-président des opérations techniques pour Altair pour l'Europe. Alors, vous êtes évidemment, vous travaillez avec tous ces industries. Quels sont les cas d'usage vous voyez beaucoup, là, à partir de ce que nous dit Philippe? Il y a des choses qui se ressemblent? Il y a des choses qui se ressemblent vraiment. On a travaillé sur des choses un petit peu similaires là, sur des problématiques de développement de systèmes de charge pour l'industrie automobile, en intégrant des problématiques d'IA. Après, on a des choses aussi très, très diverses et variées. En particulier, là, j'ai un exemple qui me vient en tête de l'optimisation de chaînes logistiques dans le cadre d'un restaurateur, d'une chaîne de restauration rapide, où ils utilisaient déjà l'intelligence artificielle pour mieux comprendre finalement les besoins et gérer leur flux logistique, mais avec un certain nombre d'évolutions dans le comportement de leurs clients par rapport à ce qu'ils pouvaient leur proposer. Finalement, ils se retrouvaient avec des modèles avec beaucoup moins de prédictivité. Et donc avec des difficultés de gestion de flux et donc à devoir gérer pas mal de problématiques de gaspillage. Là, ils arrivent à prédire un petit peu le trafic dans les magasins, dans les restaurants, c'est ça? C'est ça, le trafic, et du coup d'ajuster tout le flux nécessaire à leur matière première. Ils arrivent aussi maintenant finalement avec les travaux qu'on a pu faire avec eux, à prédire sur des périodes de 8 semaines finalement les besoins dans la partie, dans la chaîne logistique. Et donc ça leur permet à la fois d'éviter les surproductions, le gaspillage, et dans les cas de sous-production aussi, de mieux adapter les plannings d'activité, les agendas des collaborateurs. Et est-ce que ça veut dire, tout à l'heure on parlait avec Philippe Schneider, donc un gros industriel, là vous parlez du chaîne de restaurant, alors derrière il faut la puissance de calcul, il faut des systèmes d'information très complexes. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui une entreprise qui nous écoute ce soir me dit mais tiens, ça c'est l'idée, je vais y aller. Et alors on a parlé tout à l'heure, Jean-Barré nous a dit il y a des solutions cloud, on peut mettre tout ça on peut garder ses data chez soi. Est-ce qu'on peut personnaliser en fait ces usages d'IA pour notre entreprise, en fait, finalement? On peut les personnaliser, et c'est effectivement l'un de nos créneaux de rendre l'IA accessible, de la rendre concrète, avec des approches pragmatiques qui, finalement, vont adresser des problématiques de très petites entreprises, de start-up, jusqu'aux problématiques de grands groupes. Et donc, on propose des solutions sur lesquelles ils peuvent venir s'appuyer pour déployer ces modèles d'IA. Lucas Perrodin est avec nous. Bonsoir, Lucas. Un fidèle aussi de Tech & Co. C'est pour ça qu'on se connaît bien avec Lucas et qu'on le tutoie. Lucas a un joli pédigré. Tu as travaillé chez Meta. Tu étais le responsable Europe de tout ce qui touchait à la VR en fait de Meta. Tu as travaillé aussi chez HP. Ça fait des années que tu travailles avec cette intelligence artificielle, un peu comme Schneider Electric, j'imagine. Est-ce que dans ces boîtes américaines avec lesquelles tu as travaillé, tu étais, rappelons-le, à des postes élevés, cette intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'elle est arrivée dans ces boîtes américaines? Bien avant la France? Oui, même en France, parce qu'on en avait parlé. Juste pour cadrer un peu les choses, là on a beaucoup parlé, et tu as employé le mot intelligence artificielle traditionnelle, c'est-à-dire que vraiment on a fait un cap. On parle de ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle curative. C'est-à-dire ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des données du monde, elle sélectionne et elle fait de la prévision. Mais en gros, elle fait de la sélection de choses existantes. La rupture à laquelle on assiste aujourd'hui... Et ça existe, excuse-moi, je te coupe, ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que ça existe. C'est par exemple, à chaque fois que vous êtes en ligne, à chaque fois que vous utilisez Internet, il y a énormément d'intelligence artificielle curative qui se met en route pour sélectionner ce que vous allez voir, pour que vous cliquiez, que vous achetiez des choses et vous voyez des publicités. C'est une des plus grandes puissances du monde, ça. Ouais, c'était presque une IA silencieuse, finalement. On ne la voyait pas. Mais avec un impact économique déjà monumental. Monstrueux. Ce qui est en train de se passer, la rupture, c'est l'IA générative. Pour prendre une image, ce dont on a parlé, changer la supply chain, etc., pour une entreprise, c'est une opération de la main, une opération du pied, c'est quelque chose qui arrive dans une fonction. Mettre de l'IA générative dans une entreprise, c'est une opération de la moelle épinière et du cerveau. C'est-à-dire qu'on touche à toutes les fonctions, tous les modèles de productivité, chacune des tâches, parce que chacun d'entre nous dans l'entreprise a une contribution générative, une production.
Et il y a toujours un potentiel pour l'intelligence artificielle générative, encore une fois, de venir donner des espèces de super pouvoirs à tout ça. Donc on n'est pas du tout dans la même problématique de mise en place. Quand on parle d'optimiser la supply chain, on va aller demander aux fournisseurs de nous donner des données, et puis à notre ligne de production et à notre logisticien. Et là, on est relativement cadré. Quand on va faire de l'intelligence générative, tous les gens qui font de l'Excel, du PowerPoint, de la communication, tous les gens qui parlent entre eux, tout ça, ça va être impacté. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que cette IA générative ne va pas concerner, en fait, certains secteurs des entreprises. C'est-à-dire que chez Schneider, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a peut-être des secteurs où vous utilisez cette intelligence générative, justement. Lucas, tout dépend en fait dans quel secteur on est. Alors, on va pouvoir spécialiser dans certains secteurs, mais il y a un impact potentiel, c'est une montée du niveau de la mer, en gros, en termes de capacité de productivité en général dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'on est en train de se rendre compte que tout est langage. Je m'explique, on a des modèles de ML, de machine learning traditionnels, et on a, je crois que Luc en a parlé tout à l'heure en disant on arrivait à du deep learning avec 175 milliards. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que nous, pour penser, on conceptualise tout, et le médium de la conceptualisation, c'est le langage, des mathématiques, de la chimie, de la physique, de tout ce que vous voulez. Et en fait, on se rend compte que ces modèles de langage, ils commencent à absorber tous les autres et à devenir performants quand ils sont bien entraînés et bien dirigés dans tous les domaines. Donc on est en train un peu de converger là-dessus. Alors ça ne veut pas dire que les modèles transformers seront les modèles de demain, parce qu'ils ont plein de limites, notamment les hallucinations, etc. On a parlé. Mais ils sont en train de surpasser probablement tous les autres dans les usages qu'ils ont, et on a une convergence vers un méga modèle. Et c'est ce qui est en train de changer, justement, Philippe, chez Schneider, au niveau des collaborateurs, des techniciens. Non, mais ce que tu dis, c'est absolument intéressant. Et c'est clair que le fait que le langage ce soit l'élément principal de la pensée, c'est évident que générer des large language models, c'est fascinant. Après, ça couvre des besoins de génération. Ça couvre pas encore bien, ou probablement jamais, des besoins d'optimisation, de forecasting, de choses comme ça. Et alors nous, si je parle d'IA générative d'une boîte de société comme Schneider, c'est un complément dans beaucoup de cas. Ça peut transformer le travail de tous les gens, effectivement, qui font bureautique, Excel, programmation, etc. Ça, c'est un truc. Mais si je parle de choses un peu plus spécifiques à l'industrie, nous, par exemple, une des grosses activités qu'on a, c'est monitorer à distance et intervenir pour faire de la maintenance de grosses installations électriques de clients. Et là, l'IA, elle joue à plein de niveaux. Elle joue sur le niveau classique traditionnel, par exemple, où on a mis récemment un truc que j'aime bien raconter. Souvent, les départs de feu, c'est électrique. On a fait un module d'IA qui, à distance, est capable de dire cette installation est à risque de feu, il faut intervenir maintenant. Parce qu'il va avoir certains paramètres. En fait, le concept est assez simple. En fait, il va apprendre quelle devrait être la température au sein du transformateur, du disjoncteur, en fonction des paramètres électriques environnementaux. Et dès qu'il y a une anomalie, il dit il y a un problème. Le concept n'est pas rocket science. Donc voilà, on fait ça par exemple. Toujours dans le même domaine, j'arrive à l'IA générative. Dans le même domaine, on travaille sur tout ce qui est amélioration de la maintenance, amélioration de la précision prédictive. Et non seulement, ça a plein d'avantages, ça gagne un peu de coût évidemment, ça évite d'arrêter le client pour faire sa maintenance. Et évidemment, ça aide à la sustainability parce qu'on prolonge la vie des produits. Donc voilà. Et j'arrive à l'IA générative. On a du mal à recruter assez de techniciens. Ils savent jamais tout. On a une gamme de produits colossale. Il y a un savoir accumulé dans Schneider, comme dans d'autres sociétés, qui est impressionnant, mais qui est dans plein de formes diverses et variées, qui n'est pas organisé dans une belle base de données. Il est stocké dans des facs, dans des modes d'emploi, dans des rapports d'intervention. Et là, nous, on travaille, c'est vraiment en faisant ce qu'on appelle fine-tuning, enfin, en adaptant ces fameux large language models, en adaptant ces OpenAI, ChatGPT à un domaine particulier. On veut donner la capacité aux techniciens de dire, en langage naturel, voilà, je suis face à tel appareil, je vois telle chose, qu'est-ce que je devrais faire ? Et d'avoir... Alors, moi, je suis assez persuadé qu'il aura un support, une aide. Ça ne va pas le remplacer, parce qu'il y a tous les problèmes d'hallucination, il y a tous les problèmes... Mais par contre, ça peut l'aider à gagner du temps, à comprendre, à vérifier. Donc voilà, on y a un super mode d'emploi en quelque sorte, c'est ça ? Ouais, c'est-à-dire un technicien qui fait un rapport, un autre technicien pourra y accéder, alors qu'aujourd'hui, il faut qu'il aille chercher un peu... Aujourd'hui, il peut y accéder, mais il faut qu'il sache où aller, dans quel endroit, dans quelle base. Là, il pourra interroger un modèle. Et est-ce que là, on parle des techniciens, mais est-ce que même quand on monte, parce qu'on entend justement sur ce ChatGPT que ça vient transformer aussi les métiers d'ingénieurs, de journalistes, d'école blanc. Est-ce que là aussi... Ce que Lucas disait, typiquement, un langage de programmation, c'est un langage. Et c'est un langage assez simple, avec, je sais pas, 300 mots et 12 règles de syntaxe. Les large language models s'appliquent extrêmement bien, du coup, à la génération de code. Et des sociétés comme Schneider Electric ou la plupart des éditeurs ont un nombre de code impressionnant. Donc là, ça va profondément transformer le métier de codage, très très clairement. Plus c'est un environnement déterministe, cadré, du code, du calcul,
plus les modèles sont performants. Parce qu'en fait, on est déjà dans une conceptualisation, ils n'ont pas besoin de comprendre le réel, et ils marchent très très bien quand c'est très cadré, avec des opérations et des mots de langage et des règles qui sont limités. Par contre, sur le forecasting, moi j'ai essayé Code Interpreter, il commence à fonctionner sur des modèles prévisionnels, parce que statistiquement, ça marche. Parce qu'il y a un vocabulaire de l'IA, vous l'avez remarqué. Pardon, excusez-moi. Anthony, justement, sur cette transformation des métiers, on sait ce qu'on dit tous, ça va plus s'accompagner, ça va certainement faire disparaître certaines tâches, certains métiers, certaines tâches répétitives. On va beaucoup en parler ce soir de ça. Sur la transformation des métiers, sur le vocabulaire de l'IA, je pense qu'effectivement, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la sensibilisation, la formation des différentes parties prenantes au sein des entreprises sur ces projets de déploiement de l'IA. Et on en a parlé un petit peu sur les différents use cases. On a différents types d'utilisateurs qui vont être amenés à prendre différents types de décisions, à organiser différentes tâches. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un point vraiment important. Et effectivement, tout ce qu'on voit arriver avec l'IA générative va nous permettre d'accélérer encore cette transformation-là, d'accélérer la formation des personnes. On aura toujours des développeurs, je poserai la question aussi à vous trois, Anthony, on aura toujours des développeurs, on aura toujours des ingénieurs un peu créatifs dans votre domaine notamment. Oui, à mon sens, oui, on en aura toujours, et c'est ceux qui permettront de toujours mieux régler, encadrer finalement les différents modèles d'intelligence artificielle qui vont être développés, qui vont apporter beaucoup de valeur aux entreprises et à la société. Et Anthony, à votre avis, quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés par cette IA ? C'est compliqué ? C'est compliqué parce que, enfin compliqué oui et non, et je pense que tous vont être... La question collégiale, bien sûr. Tout ce qui est création de contenu est déjà impacté, le journalisme, tout ce qui est création de contenu... Alors c'est intéressant, journaliste, on est un peu visé, Fred, et on se dit, qu'est-ce qui va se passer demain ? Comment tu imagines notre métier dans 5 ans ? Lucas. Très sincèrement, j'ai pas la réponse. Le problème, c'est qu'il y a tellement de scénarios possibles. Et ça va dépendre de deux choses. Un, les progrès des modèles, mais étant donné la progression exponentielle qu'ils ont jusqu'à présent, je pense qu'il faut s'attendre à des choses de plus en plus qu'on appelle alignées, c'est-à-dire qui répondent avec moins d'hallucinations, qui soient plus précis. Il y aura toujours des hallucinations. Mais surtout, la problématique de la régulation. C'est-à-dire qui est responsable de l'information. Alors, par exemple, aux États-Unis, ChatGPT n'est pas couvert par l'article 230. Donc c'est pour ça que, pour rappeler, c'est que l'article 230, c'est lorsque quelqu'un publie quelque chose sur Facebook, Facebook n'est pas responsable. C'est un peu les commandements de l'Internet. Hein. Voilà. Là, on est sur les fondations de l'Internet. C'est ce qui a permis... la responsabilité des éditeurs. Exactement. Voilà, c'est ce qui a permis aux gens d'avoir des sites web et des applications et des réseaux sociaux et sans être responsables parce que si les gens de Twitter étaient responsables de ce qui était sur Twitter, ils seraient tous en prison déjà. Donc l'article 230, ça leur permet de ne pas aller en prison. Et ça ne s'applique pas à l'IA générative aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, la question de la responsabilité civile et pénale du contenu publié, elle n'est pas encore bien définie là-dessus. Donc il faudra répondre à ces questions. Et quand on aura répondu à ces questions, on pourra dire le niveau de supervision humain et notamment l'avenir du métier de journaliste, par exemple. Alors comment on contrôle ça dans l'entreprise? La question à Philippe et puis à Anthony. Et moi, aujourd'hui, clairement, sur l'IA générative... Et dans 5 ans, est-ce que vous pourrez nous embaucher? Alors, il y a deux sujets. Je vais parler de journaliste juste après. Mais clairement, aujourd'hui, et demain on verra, mais aujourd'hui, l'IA générative, nous, la règle qu'on a, c'est de toute façon, ça ne peut rien faire sans qu'un humain le lise, le vérifie, le contrôle, le valide. Ça reste un outil. C'est pas prédictif aujourd'hui, ça reste stochastique, ça reste aléatoire partiellement. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas remplacer l'humain. Donc nous, la borne, elle est très simple, elle est très claire. On fait des outils qui aident l'être humain, mais à la fin, il y a toujours un être humain qui valide, qui relie. Et pour revenir journaliste, quand même, moi je pense qu'il y a un avenir brillant, parce que ça va devenir tellement facile de gérer tellement de fake news que ça va ramener, j'espère, les gens vers les journalistes qui font un vrai travail de recherche, de documentation, qu'on peut croire. Et donc moi, je vois plutôt un effet discriminant. C'est ce qu'on dit. On dit même au niveau de la culture, ça pourrait ramener les gens à la culture. Anthony, là, sur ces... Moi, je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. J'adore nos invités ce soir. Oui. Si je peux me permettre, on espère la même chose. Oui. Moi, je ne crois absolument pas que ce soit... pour avoir vu ça sur les réseaux, encore une fois, travailler 5 ans chez Facebook, la force de l'information, l'engagement émotionnel et la capacité de l'intelligence artificielle à prioriser des informations qui créent de l'émotion, qu'elles soient vraies ou fausses, est tellement forte
que ça sera plus très difficile de récupérer du temps de cerveau disponible. Elle sera plus forte que le cerveau d'un journaliste, c'est ça que tu veux dire? Elle est plus forte que notre cerveau aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe tous en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. On et c'est l'IA qui nous dicte. On aura des implants qui viendront nous renforcer et nous faire en journalistes augmentés. Parce que juste une chose, Snapchat, TikTok, etc., tout ce qu'on scrolle à longueur de journée sur ces réseaux, c'est l'IA qui va prédire, en fait, qui apprend en fait nos goûts pour qu'on reste le plus longtemps possible. Et c'est redoutable. C'est l'IA qui décide du contenu auquel vous êtes exposé. Elle a un rôle sur la formation de l'opinion publique qui est phénoménal. Bien sûr. Il nous reste un peu moins de 5 minutes là ensemble. Les développeurs, on entend beaucoup ce métier. Est-ce que ce métier va finir par va disparaître? Alors, il y aura toujours un développeur qui va regarder le code, mais justement, un développeur, il n'y en aura plus 300. Non, il y en aura toujours un peu plus qu'un. Mais effectivement, on aura un décalage finalement de leur activité sur d'autres aspects et pas que la validation. Oui. Il va falloir aussi avoir besoin de ces cerveaux pour penser l'adaptation aux aléas de demain, ceux qu'on ne connaît pas encore. Pardon. Non, vas-y. Je voulais juste vous alerter sur une chose qui est... Aujourd'hui, on parle d'IA générative contrôlée avec en gros des censures dedans qui permettent de ne pas faire de terrorisme, de black hat, etc. Mais ChatGPT a des garde-fous quand on lui pose des questions gênantes, il ne répond pas. Jailbreaké déjà. Il y a un modèle qui s'appelle Dan. C'est-à-dire que quelqu'un a réussi à débrider le contenu de ChatGPT. C'est possible sur 4chan, le dark web aujourd'hui. Et le ChatGPT d'aujourd'hui, le bridé, il crawl la donnée Internet pour se nourrir et créer ses règles. Et dedans, il y a ces conversations d'humains avec un ChatGPT débridé qui viennent le renseigner. L'influencer, ouais. Donc, la maîtrise de tout ça, l'information, les journalistes... Enfin, pensez au côté un peu vertigineux de tout ça, qui est que la boîte est ouverte et que ça va continuer. Quand on est un industriel, Philippe, on se dit il faut réguler à tout prix. Alors moi, je pense que oui, il faut réguler. De toute façon, toute technologie, je dis souvent ça, quand la voiture est apparue, peu de temps après, on a fait le code de la route, parce que c'est pas possible d'avoir aucune règle. Par contre, où je pense qu'aujourd'hui, on prend une direction, ça n'engage que moi, mais il faut réguler plus l'usage que la techno. La techno va être tellement vite qu'on ne pourra jamais la réguler. Par contre, clarifier des choses comme l'article 230 et dire vous n'avez pas le droit de publier un texte inadmissible sur Internet qui soit créé par ChatGPT ou par je ne sais pas quoi, ça c'est un usage. Et ça, on peut le réguler. Si je reste sur la voiture, on ne dit pas le moteur doit faire telle taille maximum. On dit la voiture ne roulera pas plus vite que 130 à l'heure. Et ça me paraît... Voilà, donc moi je pense qu'il faut réguler, c'est évident, mais il faut réguler plus sur l'usage. Et parfois revenir au basique, ce qui était complètement illégal avant ChatGPT est toujours illégal après ChatGPT. Et il faut simplement trouver des moyens de le garantir. Lucas, dernière question sur cette puissance exponentielle que j'évoquais avec Luc Julia. Aujourd'hui, on est à ChatGPT 4. Peut-être que demain, le 5 arrivera, sera encore plus puissant. On n'est qu'au début de l'histoire, finalement. On n'est qu'au début de l'histoire. Il sera de cette intelligence artificielle générative, je parle. Ouais, il sera plus puissant, il sera certainement plus petit. Ce que disait Luc, c'est qu'il y a une capacité de calcul qui est atteinte. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire tourner sur un PyTorch ou sur une puce M2 Mac un modèle de large language. Bon, c'est lent, mais ça arrive. Donc, on est en train de compresser tout ça. Et ce qui coûte cher, c'est le training. Le training, ça coûte des centaines de millions de dollars d'entraîner un modèle. Oui, parce que c'est la puissance de calcul là qu'il faut. Ouais, il faut donner beaucoup de feedback, il faut aller chercher beaucoup d'informations. Et on est en train de voir si ce qu'on appelle le training de synthèse, c'est-à-dire le training qui est la donnée d'entraînement qui est auto-générée par le modèle lui-même est suffisante. Et il est possible que oui. Donc on est en train, en fait, on aura des modèles... D'optimiser cette intelligence et de la contenir pour qu'elle soit moins gourmande. On aura ça sur une carte SD ou sur une puce. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, il y a une chose que je dois dire pour la France. Bon, moi, je le dis souvent, j'habite pas en France. Oui, je regarde la France de loin un peu. Mais je pense qu'on a des très bons mathématiciens, et on disait ça tout à l'heure. La meilleure chance que la France a, c'est de créer un cadre réglementaire qui soit plus clair, plus vite pour les entreprises qui développent l'intelligence artificielle. Et ça va inciter un certain nombre d'investissements étrangers à venir ici s'installer. Si on règle la problématique du copyright et de la responsabilité civile et pénale, très vite, le cadre sera clair et les gens vont venir s'installer ici. On fera une borne européenne et ça rassurera. Et ça peut créer beaucoup d'investissements. On parlera justement de souveraineté dans la deuxième et troisième heure de cette soirée. Merci, messieurs, tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, Anthony, Lucas.
La suite, François. Oui, la suite. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle d'intelligence artificielle. On est toujours là. Et on va attaquer notre deuxième partie dans un instant alors que nos invités s'en vont. Est-ce que tu m'as entendu déjà chanter Elton John? Peut-être à côté, sur le bureau, comme ça. Oui, chantonner. Chantonner. Voilà. Bien là, vous allez voir que l'IA arrive à faire des choses incroyables. Et on va vous exposer une petite expérimentation dans un instant, dans cette nuit de l'IA sur BFM Business. Merci d'être avec nous. À tout de suite.